Bien, bonsoir mes orthopédagogues délinquants du Djibouti Nord. J'espère que vous allez bien. Je suis présent aujourd'hui pour vous offrir mon preview du Samouraï MMA 2 qui aura finalement lieu ce vendredi 6 mai en direct du Centre Pierre Charbonneau et sur Fight TV pour ceux qui ne seront pas là. L'application Fight FITE, c'est là-dessus que vous allez avoir le pay-per-view. Si vous ne pouvez pas être présent avec nous au Centre Pierre Charbonneau, mais si vous pouvez être présent, je vous suggère grandement d'être là parce que ça va être tout un événement avec des combattants qu'on connaît, des combattants qu'on aime, d'autres combattants qu'on va découvrir et surtout des match-ups très intéressants partout sur la carte, autant sur la main card que sur les prelims. Fait que je suis là pour analyser pour vous les 10 combats sur la carte et comme je l'ai fait la dernière fois, je fais plus de prédictions pour les combats locaux. J'ai pas envie genre d'expliquer pourquoi je pique un puis je pique pas l'autre au fighter. Ça finit tout le temps de même puis c'est fatigant puis ça me tente pas. Fait que je fais plus de prédiction. Mais je suis quand même là pour analyser chacun des match-ups, vous dire les forces, les faiblesses, puis comment les combats risquent de se dérouler si les fighters réussissent à faire marcher leur game plan, et etc. Donc, on commence à l'instant avec le combat principal. 4 years in the making, 5 years in the making, pas tout à fait 5 years, mais dans le main event de la soirée, Kevin Généreux est de retour dans la cage. La première fois depuis près de 4 ans où il va affronter le gars qui devait affronter au TKO 38 en 2017, Robert Serres. Serres, lui aussi, revient d'une longue absence. Il a combattu pour la dernière fois au TKO 44, juste un mois après le dernier combat de Généreux en 2018. Il s'est incliné par décision face à Jérémy Caponi, qui ironiquement aiderait la personne qui a remplacé Serres face à Généreux en 2017 quand Serres avait pull-out de leur combat au TKO 38. Généreux a gagné ce combat-là contre Caponi, soumission deuxième round, avant de s'incliner au TKO Fight Night 1 face à Charles Jourdain, on s'en rappellera tous. Généreux, c'est un striker avec beaucoup d'expérience en compétition de striking, en plus de son expérience d'MMA. C'est un gars qui a juste 7 combats en MMA. Fait qu'on peut se dire, ah, il est quand même nouveau, mais c'est tout le contraire. C'est un gars qui a immensément d'expérience, a été dans plus d'une cinquantaine de combats de striking et de MMA amateur. Donc, Kevin Généreux, un gars avec un paquet d'expérience, clairement va être le striker le plus technique ici. Puis s'il réussit à garder Serres at range, devrait être en mesure de toucher avec les meilleurs coups dans ce combat-là. Cependant, Robert Serres est excessivement tough, très durable, et puis il frappe fort. S'il réussit à closer la distance, il pourrait être dangereux avec ses counters parce que quand Serres réussit à close la distance, il laisse aller ses mains, puis il laisse aller ses mains fort et avec puissance parce que ça ne dérange pas si son adversaire shoot pour un takedown parce que probablement que son meilleur atout, la chose qu'il fait le mieux pour terminer les combats, c'est une guillotine. Il y a 3 victoires par guillotine dans sa carrière et puis il la fait vraiment très bien. C'est sa soumission de prédilection. Puis la tendance, la croyance populaire vous dirait probablement que Robert Serres est le grappler supérieur ici, puis que s'il réussit à amener le combat au sol, devrait être en mesure de mieux dealer avec Kevin Généreux que s'il est pris debout contre lui. L'affaire, c'est que Kevin Généreux, après ses 2 premiers combats pro, a vraiment beaucoup travaillé son grappling. Puis depuis ces 2 combats pro où il s'est fait soumettre, qui était 0-2, le gars, il est 4-1. Sa seule défaite, c'est contre Charles Jourdain. Il est même lui-même allé chercher une victoire par soumission face à Caponi. Puis on voit vraiment que son travail au sol avec Lee Villeneuve, qui est un des meilleurs au Québec dans la profession, paye. Donc, ça va être intéressant de voir si ce combat-là va au sol. Ça va être quoi le genre de match-up? Parce que d'un côté, on pense que Serres est le meilleur grappler par rapport à Généreux. D'un autre côté, si tu prends Jérémy Caponi comme baromètre, Caponi s'est fait soumettre par Généreux, puis a out-grapple Robert Serres dans leur combat, a utilisé beaucoup de lutte, beaucoup de takedown pour gagner ce combat-là. La chose qu'il faut dire aussi, ben, il faut dire 2 affaires dans le fond. Les MMA maths, ça marche jamais. On peut pas dire, ah, un tel a gagné contre lui, puis l'autre a perdu contre lui, donc nécessairement le gars qui a gagné contre Caponi va gagner. On peut pas dire ça. Les MMA maths, ça ne marche jamais. Et puis l'autre affaire qu'il faut dire, c'est que oui, Généreux a soumis Caponi, mais le gros du dommage, le gros de la job a été fait avec ses mains jusqu'au moment où ça s'est retrouvé au sol, puis le Généreux a sauté sur un choke, puis il a réussi à l'avoir, mais honnêtement, c'est les points de Généreux qui ont fait le gros de la job dans ce combat-là. Donc,
Match-up très intéressant. La finale de Samouraï MMA. Le grand retour pour Kevin Généreux qui a eu toute une semaine. Le gars, il a déménagé. Il a eu un bébé. Et puis là, il va être en mesure de couronner la semaine avec une victoire dans son retour dans la cage? Ou est-ce que c'est Robert Serra qui va repartir en Hongrie avec la victoire sur sa fiche dans la finale de Samouraï MMA chapitre 2? C'est ce qu'on va voir vendredi soir, les petits chums. C'est ce qu'on va voir vendredi soir. Ensuite, co-main event, un gros spot pour notre ami Frédéric Duprat qui, on doit se le dire, c'est pas pour rien qu'il est dans le co-main event de la soirée. Oui, c'est un combattant explosif, super le fun, qui fait jamais durer ses combats bien longtemps, mais c'est aussi un des meilleurs prospects sur la scène québécoise. Quelqu'un que la promotion et les fans en général ont confiance en lui. En disant que c'est un des prochaines étoiles du MMA québécoise. Il affronte pour l'occasion une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, Quentin Arola, qui nous provient de Toulouse en France, où il a cofondé le Tactical Fight Team avec Johan Salvador, qu'on verra plus tôt sur la carte. D'ailleurs, Frédéric Duprat devait initialement affronter Carlos Castañeda, un combattant mexicain qui a attrapé la COVID. Arola devait affronter Pat Connors. Ils ont pris Arola, ils l'ont mis dans le co-main event face à Frédéric Duprat, et c'est le cofondateur du gym et donc le partner d'entraînement de Quentin, qui s'appelle Johan Salvador, qui a pris le combat sur short notice face à Pat Connors. Et aussi Mathieu Chaumont qui vient de ce team-là. Donc, 3 combattants du Tactical Fight Team sur la carte. Puis Quentin Arola est un des cofondateurs de ce gym-là. Maintenant, pour ce qui en est du match-up, Fred Duprat ne s'est jamais battu plus de 2 minutes 50. Son plus long combat en carrière, c'est son dernier combat au premier Samouraï MMA face à Pat Connors. Ça a duré 2 minutes 50. Sinon, le gars a toujours gagné par soumission très rapidement. Et puis, il y a le combat contre Johnny Baldridge aussi qui est arrivé très rapidement aussi, là, on va se le dire. Donc, jamais dépassé les 2 minutes 50 pour Fred Duprat. Pour Quentin Arola, oui, mais c'est aussi quelqu'un qui n'a jamais vu la décision. Il possède 3 victoires par soumission, puis ses 3 défaites sont par TKO. Puis honnêtement, dans le tape que j'ai vu, c'est un bon grappler qui sait très bien ce qu'il fait au sol, qui shoot bien des takedowns, quand même une bonne lutte, mais il y a vraiment une lacune au niveau du combat debout. On voit que c'est l'élément des arts martiaux qui a commencé le plus tard, puis il a tendance à se faire frapper, puis quand il se fait frapper fort, genre très, très fort. Et puis, ça pourrait être une opportunité pour Fred Duprat ici de montrer un peu de son striking, parce qu'on le sait, Duprat, c'est un spammer de soumission, c'est un submission artist, c'est pas un grappler qui va essayer d'établir sa position bien longtemps avant de juste essayer de t'étrangler. Il a la meilleure guillotine au Québec, voire même au Canada, selon moi. Son squeeze est absolument incroyable. On l'a vu d'ailleurs contre Pat Connors où il a pris le side choke. On dit du mauvais bord, mais c'est pas du mauvais bord, c'est juste une autre technique, mais ça te prend tout un squeeze pour le finir de cet angle-là. Puis Fred, il a ce squeeze-là. Puis quand il a ta tête, il va squeezer, ça va te faire mal, ça va te choquer, tu vas être dans le pétrin, puis il va falloir que tu tapes. Donc, Fred, ayant la guillotine, qui est une arme redoutable dans sa poche, pourrait peut-être, dans ce combat-là, essayer de travailler son combat debout, voir ce qu'il peut faire, en sachant qu'à la seconde près que Quentin Arola va shooter un takedown, Fred va essayer de lui faire une guillotine, puis il va avoir, je te dirais, de bonnes chances qu'il la réussisse, même contre une bonne ceinture noire en jiu-jitsu, parce qu'il faut le reconnaître, Arola est un bon test au sol pour Fred. C'est un bon grappler, c'est quelqu'un qui se spécialise là-dedans, qui a tout fini ses combats par soumission. Puis, si le combat va au sol, puis se prolonge surtout, c'est là que ça va être intéressant de voir. Mais honnêtement, autant on peut dire on aimerait voir Fred Duprat se battre plus longtemps. On connaît son style, on sait qu'il veut terminer ça rapidement, qu'il va sauter sur la première chose qu'il va trouver. Puis, à regarder les fiches des deux fighters, la façon dont les deux fighters se battent, ça serait surprenant que ce combat-là aille à la décision. Donc, d'un côté comme de l'autre, d'après moi, je pense qu'on peut prédire une soumission s'il y a un finish à avoir, mais ça va être très intéressant de voir ce duel-là puis de voir Duprat, qui est un si bon submission artist, affronter quelqu'un qui est un bon grappler, une bonne ceinture noire de Jiu-Jitsu. Ensuite, on a le combat
le plus important de la soirée et le plus haut niveau de la soirée. C'est les deux fighters avec les meilleures fiches. Et puis, c'est le combat qui a le plus d'implication dans la soirée parce que c'est deux combattants du top 10 chez les 145 livres au Canada. Et le gagnant va sans aucun doute se retrouver dans une très bonne position pour le futur, que ce soit un title shot, que ce soit une opportunité d'aller combattre pour une plus grosse ligue, une plus grosse organisation. C'est des gars qui arrivent dans ce range-là. Max Poulain, on l'a vu combattre au Samouraï MMA 1. Il s'est débarrassé assez rapidement de Guillaume Fortier. Il a reçu sa black belt de Firas Zahabi dans la cage après. C'est un combattant qui est quand même âgé. On ne se le cachera pas. Donc, pour Maxime Poulain, il y a une fiche de 5-1. Il comprend que dès ses prochains combats, s'il réussit à aller chercher une victoire ici, il va être 6-1, 7-1. C'est là que tu rentres dans le range d'aller chercher des title shots dans les promotions régionales comme Samouraï, comme les grandes promotions canadiennes. Puis aussi, c'est là que tu rentres dans le range où l'UFC te regarde pour des opportunités pour le Contender Series, puis des choses comme ça. Puis oui, Maxime Poulain, comme on dit, est un combattant âgé, mais c'est aussi un combattant qui est très solide, puis qu'il sait genre où il se retrouve présentement. Il sait qu'il a comme 35 ans, puis c'est l'heure maintenant de faire quelque chose de sa carrière MMA. C'est now or never pour lui de faire une poussée vers le sommet, de voir jusqu'où il peut se rendre avec ça. Et puis, Craig Shintani, c'est le test parfait pour lui parce que c'est un combattant qui a une fiche de 9 victoires, 4 défaites, qui s'est battu à 145 et 155 au Canada. Il a affronté Neil Anderson, Mike Mella, Dario Sinagoga. Il a même battu Scott Hudson. Puis, même dans le temps de Hard Knocks Fighting, il affrontait les Wolfgang Jensen, Garrett Nibakin, certains des meilleurs combattants au Canada. Puis le gars, il fait ça depuis le début de sa carrière. Donc, c'est vraiment un excellent test pour Poulain. C'est un gars qui se démarque vraiment par sa capacité de tout faire dans la cage. C'est pas quelqu'un qui dit « Ah, ça, c'est un striker » ou « Ça, c'est un grappler » ou « C'est un lutteur ». Loin de là, le gars est capable de tout faire. Il est bon partout sans être excellent nulle part, mais il possède un coffre à outils qui est assez large et aussi assez d'expérience pour s'adapter au game plan de son adversaire durant le combat puis trouver une manière de travailler alentour du game plan de son adversaire pour aller chercher la victoire dans le combat. Du côté de Poulain, c'est sûr que lui, c'est un grappler. C'est un grappler. C'est quelqu'un qui va essayer d'amener le combat au sol, de faire du jiu-jitsu parce que c'est une ceinture noire. Il est très bon. Contrairement à Fred Duprat, je dirais, puis je ne veux pas dire que Fred Duprat n'est pas bon là-dedans, mais Maxime Poulain se spécialise plus dans le grappling positionnel. Puis oui, il finit quand même la majorité de ses combats par soumission. Mais c'est quelqu'un, quand tu vois dans son process au sol, va vraiment établir sa position, commencer ses attaques. Mais c'est pas quelqu'un qui va se lancer dans une soumission sans vraiment avoir la position. C'est quelqu'un qui a un très bon lockdown, top control. Et c'est sûr qu'on l'a pas vraiment vu tant que ça dans des échanges prolongés de striking au cours de sa carrière, mais c'est tout à son crédit parce que c'est toujours lui qui réussit à amener ses adversaires dans son type de combat, là où il est le meilleur. Puis c'est ça qui va être intéressant de voir, là, parce qu'on peut se permettre de penser que Poulain va avoir un avantage sur Shintani au sol, lui qui est une ceinture mauve en Jiu-Jitsu, mais est-ce que ça va être possible pour lui d'amener le combat-là en tout moment où il va devoir être confronté à des échanges de striking prolongés? C'est ça qui va vraiment être intéressant et qui va être la clé dans ce combat-là, qui, je le répète, est le combat le plus important de la soirée en termes d'avancement dans les rankings, de futurs title shots, de futures opportunités dans des plus grandes promotions. Ensuite, j'en parle depuis des millénaires, on dirait. Mais finalement, un des prospects amateurs les plus en demande au pays va faire ses débuts pro. Tommy Morrison va être dans la cage et va affronter Binabi Otoru dans un combat très intéressant. Tommy qui a une fiche amateur de 7 victoires, une défaite, plusieurs championnats. Il est attendu de pied ferme là, sur la scène pro depuis un bon moment. Puis ce qui est probablement le plus impressionnant chez Morrison, là, il y a beaucoup de skills. Le jeune est bon partout, littéralement. Puis quand on se dit bon partout, c'est pas dans un sens de généraliste comme Craig Shintani. Morrison, c'est un lutteur.
Tommy Morrison, de prime d'abord, c'est un lutteur. Mais c'est un lutteur avec une très bonne game de Jiu-Jitsu. C'est quelqu'un qui utilise très bien ses mains pour set-up ses takedowns. Une bonne boxe, bouge bien ses pieds, utilise beaucoup de feintes. Tu vois que le jeune est vraiment bon dans tous les arts martiaux. Puis d'après moi, c'est parce qu'il s'entraîne dans tous les arts martiaux séparément avant de tout mettre ça ensemble puis créer un tout qui est sa game de MMA. Mais pour quelqu'un qui va faire ses débuts pro, ça va être un des combattants les plus avancés sur la carte de loin. Ceci étant dit, il affronte Benebi Otoru, qui est vraiment un excellent combattant avec de l'expérience. Il a remporté son premier combat chez les pros. Il était 0-2, s'était battu notamment contre Louis Jourdain là, à TKO dans ses débuts. Puis au BTC 13, il a battu Nate Ledger par décision dans un super bon combat. C'est un grand combattant flyweight avec un très long reach qui se spécialise dans le Muay Thai puis qui s'entraîne au House of Champions sous Crew Allen, un des très très bons gyms au Canada où il y a notamment Mike Mellott, Carl Nelson, Gabe Sagman, Diana Belbita, puis j'en nomme seulement quelques-uns. Là. Puis on va se le dire, ça va être un très bon combat parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que Benebi Otoru va arriver bien entraîné, prêt à faire le 15 minutes, avec un game plan puis des bonnes techniques aussi debout. Même au sol, c'est quelqu'un qui, oui, a des grandes jambes puis c'est plus facile d'attraper des jambes quand ils sont grandes et longues, mais étant un bon combattant de Muay Thai, il réagit bien au takedown avec des genoux, avec des strikes dans le clinch. C'est quelqu'un qui ne va pas rendre la vie facile à son adversaire. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de hype derrière le nom de Tommy Morrison. Puis clairement, le jeune, il a des habiletés spéciales, mais c'est un excellent test qu'il y a devant lui. Quelqu'un qui va être prêt à se battre pendant 15 minutes. Puis aussi, il faut se le dire, le dernier combat de Tommy, c'est un style match-up très similaire. Il a affronté Zachary Baldwin chez les amateurs, un autre gars de genre 13 pieds de haut avec un énorme reach qui fait du Muay Thai. Puis Tommy a su bien gérer ce test-là. Vraiment une super belle performance méthodique où il a utilisé ses mains pour set-up ses abdos au sol, bon top control lourd au sol. Mais il y a eu des moments debout où il y a eu la frousse là, à quelques moments, je vous dirais, dans ce combat-là, debout. Mais ça en est très bien sorti. C'est un match-up similaire, mais je continue à dire Benabi Otoru, un gars qui a de l'expérience chez les pros, qui est meilleur que sa fiche. Donc, c'est vraiment un excellent match-up et un gros test pour Tommy Morrison dans ses débuts pro. Ensuite, premier combat féminin de l'histoire de Samouraï MMA. C'est à 123 livres, un catchweight. Kat Voronova va faire ses débuts pro. Un autre début pro très attendu. Face à Joe Maisonneuve, une autre combattante qui est vraiment solide, plus solide que sa fiche de 0-2, honnêtement. Fait, ici, là, essentiellement, là, on a un striker versus grappler match-up. 4 multiples championnes de kickboxing Muay Thai pour MFL a fait de nombreux combats de stand-up, de striking. Et Joelle est une spécialiste du Jiu. C'est une combattante de Jiu-Jitsu qui vient d'un des très bons, voire même le meilleur gym de Jiu-Jitsu dans la région d'Ottawa, en OAMA, Ottawa Academy of Martial Arts. Il y a deux facteurs, cependant, qui rendent ce combat-là très intéressant. Le premier, ben, c'est que Maisonneuve, pour la toute première fois de sa carrière, va se battre dans sa bonne division de poids. La fille, c'est une 125 livres. Puis ces deux combats-là, ces deux combats d'avant, c'est-à-dire, ont eu lieu à 135 livres, dont une fois où c'était un catchweight de 130, puis elle débarquait à 129, mais son adversaire était quand même à 135, fait qu'il y avait 6 livres de différence à peser. Ça, c'est pas dans la cage le lendemain, un coup bien réhydraté, mais bref. Pour la première fois, Joe va être dans sa bonne catégorie de poids, puis elle va affronter Kat qui, elle, ne sera pas dans sa catégorie de poids. C'est une fille de 115 livres, Kat. Là. De prime et d'abord, si elle se battait dans l'UFC le demain matin, ça serait une 115 livres. À 5 et 4, oui, c'est une bonne striker, mais d'après moi, elle a beaucoup plus le frame pour 115. Puis c'est ce qui va être intéressant ici, c'est que c'est striker versus grappler, mais la striker va être la plus petite combattante. Puis Maisonneuve, qui va non seulement être plus grande à 5 et 6, mais va avoir un reach advantage assurément parce que Maisonneuve, c'est une grande slack. Elle est faite sur le long avec des longs bras et des longues jambes. Donc, la grappleuse va être plus grosse dans ce combat-là, ce qui nous mène à se demander comment ça va se dérouler
parce que des fois, quand le grappler est plus gros, c'est plus facile pour lui d'amener le combat au sol, de close la distance, parce qu'il y a le reach advantage, évidemment. Bien que 4 n'est pas facile à mettre la main dessus, là, on va se le dire. C'est pas la genre de striker qui va avancer en ligne droite en swingant des hooks, là, au contraire. Elle est immensément technique, bouge très bien ses pieds et ses mains. Puis quand elle pogne son groove, elle lance en combinaison, finit ses combinaisons avec des kicks des fois. Son style, quand elle est vraiment dans son groove, peut ressembler à Early Joanna, là, quand Joanna était une complète folle puis courait après tout le monde. Là, ça peut ressembler à ça sur quelques points, bien que c'est pas complètement similaire non plus, mais bref. Tout ça pour dire, Kat, c'est une ceinture bleue en jiu-jitsu brésilien, mais au niveau compétitif, son grappling ne demeure pas vraiment testé. Contre quelqu'un en Joe qui je ne sais pas exactement sa ceinture, je dirais mauve, peut-être bleu, mauve, là, parce que je pense qu'elle a déjà gagné les Worlds en grappling. Je ne sais pas si c'était Guy ou no Guy, mais c'est excellente grappler. Si le combat va au sol, sans aucun doute, Joe va avoir un avantage. Puis le fait qu'elle est plus grosse, ça va être intéressant de voir si cet aspect-là va jouer dans la dynamique du combat. L'autre facteur, par exemple, qui vient un peu contrebalancer l'équation, c'est que Maisonneuve est tellement willing de se battre debout. Là. Puis je ne sais pas si parce que dans ses deux autres combats, elle était vraiment plus petite, donc elle ne voulait pas dépenser de l'énergie à essayer de take down des filles plus grosses qu'elle inutilement. Mais dans ses deux premiers combats, elle a vraiment striké beaucoup avec ses adversaires. Puis, tu sais, oui, c'est une spécialiste du jiu, mais elle arrive vraiment dans la cage avec une don't give a fuck attitude. Puis la fille, elle veut se battre. Puis si on swing des bungalows et on essaie de se taper sa gueule, elle est vraiment à game de faire ça aussi. Donc oui, ça va être intéressant de voir la dynamique striker-grappler avec la grappler qui va être plus grosse que la striker. Mais on a aussi une grappler qui est super willing de juste laisser aller ses mains puis échanger debout puis se battre à la bonne vieille franquette, comme on dit. Donc, match-up est extrêmement intéressant avec plusieurs facettes qui vont jouer dans l'issue finale. Fait que je suis vraiment très excité pour ce match-up-là. Et la main card va débuter avec un duel de grappler, peut-on espérer, entre Matthew Rusnak et Ferhat Akbari. C'est un des combats avec le plus d'inconnus sur la carte. Honnêtement, c'est quand même assez difficile de trouver du footage sur Abkari. Et ben, c'est impossible de savoir où Rusnak est rendu là, entre vous et moi, parce que le dude s'est battu pour la dernière fois en août de 2016. Donc, ça fait presque 6 ans. Puis, c'est un copropriétaire de gym. Là. Matthew Rusnak est toujours dans le gym. Donc, c'est un peu dur de regarder son combat de 6 ans puis de se dire, je vais me fier là-dessus pour me faire une idée de où il est rendu avec sa game de MMA parce que ça fait 6 ans, puis le gars, il est toujours dans le gym, donc il s'est immensément amélioré, c'est sûr. Donc, c'est dur de se fier à son previous tape. Cependant, si je veux me fier un peu à son previous tape, on le sait que Rusnak, c'est un grappler, c'est de prime d'abord, vraiment très bon combattant de Jiu-Jitsu, mais pour un grappler, le gars très confortable debout, strike très bien. Donc, va être le combattant le plus complet ici parce que de ce que j'ai vu d'Abkari, c'est un grappler. Son seul combat pro en arts martiaux mix a eu lieu au UAE Warriors. Il a gagné par Arm Triangle. Mais il faut le dire que ça peut porter à confusion sa fiche à Ferrat parce que on l'a vu combattre en Pancrase en France avant que le MMA devienne légal. Puis on le sait, Pancrase, il y a quelques petites règles différentes, mais c'est très, très, très similaire aux arts martiaux mix en général. Donc, le dude a beaucoup plus d'expérience que sa fiche ne l'indique. Mais selon ce que j'ai pu voir de lui, qui est d'ailleurs un combat de Pancrase, c'est un grappler. C'est un grappler, un lutteur, mais un lutteur avec une bonne submission game. Donc, potentiellement, ici, les chums, on a un duel où les deux gars vont vouloir aller au sol puis échanger des techniques. Puis vous le savez, je suis un grappler. Puis c'est ça que je veux voir en MMA, deux gars rouler au sol. Puis basically faire du jiu-jitsu avec des frappes, là, c'est le meilleur scénario possible pour moi. Donc, excité pour ce duel-là. Ensuite, on tombe sur les prelims, mais j'ai envie de dire on passe aux choses sérieuses parce que les deux prochains combats, c'est vraiment des bons match-ups. Yannis Hazard, Mayo Campanella. Hazard devait faire ses débuts pro au TKO 49, les chums. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était au mois de... Ça a été genre à quelque part entre août et octobre, là, ça a été remis 3-4 fois, finalement, ça n'a jamais eu lieu. Mais bref, il devait se battre à ce TKO-là, juste avant que la promotion ferme ses portes. Finalement, il n'a pas pu se battre parce que l'événement n'a pas lieu. Donc, c'est inutile de dire que le dude il est prêt. Ça fait depuis 2019, donc 2 ans, qu'il se prépare à faire ses débuts pro. Donc,
va finalement avoir la chance de le faire. Puis il va le faire contre un excellent combattant, double champion amateur chez Killocam, 145 et 155 livres en Mayo Campanella, qui est un combattant français. Il est très explosif, très athlétique, semble prioriser la lutte là, comme stratégie de combat avec du top control, mais on l'a vu striker, puis le gars, il strike avec power. Je ne veux pas dire recklessly, mais il frappe fort, puis il va tout mettre derrière chaque coup de poing. Debout. Bien que, comme j'ai mentionné, il semble plus chercher une approche de combat au sol. Là. Il semble vouloir s'installer sur le top, laisser du ground and pound. La seule affaire que je peux dire, le gars, il a un combat pro, là, fait que c'est pas vraiment encore une critique, mais ne semble pas être un grand finisher. Vraiment bon pour contrôler son adversaire, pour le neutraliser, pour avoir les meilleures positions, pour s'assurer d'être en avance sur les scorecards, mais ne semble pas vraiment être un grand finisher à ce stade-ci de sa carrière. Pour sa part, Yanis, ben, c'est un striker qui va vouloir rester at range, feinte beaucoup, bouge très bien ses pieds. Honnêtement, autant Tommy Morrison est peut-être le prospect le plus complet qu'on va voir faire ses débuts. Puis Kat va être la striker pure, la plus technique. Yanis est un striker assez impressionnant. Là. Pour quelqu'un qui fait ses débuts chez les pros, c'est quelqu'un qui est très avancé en combat debout, utilise beaucoup de feintes, des angles d'attaque qui sont un peu weird, pas conventionnels, et surtout est dur à amener au sol. Juste parce qu'il bouge bien ses pieds. Je l'ai vu chez les amateurs. Des fois, quand il est au sol, il y a eu quelques moments où ça a été difficile. Je sais qu'il a énormément travaillé sur son grappling depuis, donc je ne m'inquiète pas vraiment là-dessus. Mais généralement, le read sur Yanis, c'est que si tu réussis à l'amener au sol, il y avait de quoi faire, mais il fallait que tu réussisses parce que le gars bouge bien ses pieds, a du bon mouvement latéral, du bon mouvement en angle, ce qui fait qu'il va rentrer, lander son coup, sortir immédiatement, puis il ne sera pas là pour le shot qui vient en counter ou la strike qui essaie de set up un takedown qui va être lancé en counter. Il va déjà être sorti du range, sorti à un autre angle. Puis ça fait de lui quelqu'un qui est difficile à mettre la main dessus généralement. Donc, un bon test pour n'importe quel grappler. Puis je pense que c'est pour ça que ce combat-là est très intéressant parce que, honnêtement, on va avoir un sniper at range là, Yanis Hazard qui va essayer de set up un gros power punch pour knocker son adversaire contre quelqu'un qui, quand il est debout, met tout derrière chaque sorte puis essaie de leap dans le range avec des gros power punch. Donc, ça va être très intéressant à voir. Excellent duel en perspective. Ensuite, James Cardinal-Lauzon, Mathieu Chaumont. Et puis, dans tous les prospects locaux qui font leur début pro, je pense que Mathieu Chaumont est le test le plus difficile pour James Cardinal-Lauzon. Honnêtement, James est le prospect qui a le plus gros test devant lui. Chaumont est déjà 2-0 chez les pros. Comme j'ai mentionné plus tôt, s'entraîne au Tactical Fight Team. Et honnêtement, a vraiment un style qui, si on se fie à quelques combats amateurs de James qu'on a pu voir, peut potentiellement porter, être difficile à gérer pour James. James, vous allez le voir, il est grand. C'est comme une de ses plus grandes qualités. Il est né avec ça, le dos. Il est grand. Là. Il est grand, il est long, a tout un reach advantage sur la majorité de ses adversaires. Puis s'il réussit à travailler derrière son jab, travailler derrière ses kicks, rester at range, ça va être une soirée absolument terrible pour Mathieu Chaumont. Parce que de ce que j'ai vu de Chaumont, c'est le genre de gars qui essaie de closer à distance avec un gros overhand d'habitude, puis il shoot directement dans les jambes. Dans les combats que j'ai vus de Mathieu Chaumont, il n'y a pas eu de longs moments debout. Honnêtement, le gars veut essayer de shooter un takedown puis s'établir sur le top le plus rapidement possible dans ses combats. Et puis, on a vu James dans ces positions-là. Puis, je vous dirais que le fait d'être super grand, d'avoir des bonnes jambes, vous le savez, en grappling, ces gars-là sont désagréables. Leur garde est dur à passer. Ils ont des bonnes soumissions, surtout triangle, armbar, mais c'est un peu un curse puis un blessing en même temps pour James, je vous dirais, parce que oui, il a une très bonne garde, très active, d'où il est capable d'aller chercher des soumissions, mais des fois, on l'a vu prioriser ça par rapport à essayer de se relever. Puis ça a fait qu'il a perdu des rondes, là, tout simplement, dans des combats qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement des rondes à perdre parce qu'il a passé trop de temps en dessous à essayer de travailler des soumissions quand il aurait
peut-être juste dû utiliser ses jambes pour créer de l'espace, se relever debout, puis recommencer à être à range où il lance un excellent volume de strike, travaille en combinaison, puis vraiment un très intéressant style de striking, puis un style de striking qui est très fan-friendly. Il est le fun à voir quand James est dans son groove, puis il lance des combinaisons à range, puis finit ça avec des longs kicks. Il est super le fun à voir. Donc, vraiment, là, un excellent duel ici entre James Cardinal-Lauzon et Mathieu Chaumont. Je pense que ça va être très chaudement disputé. Ensuite, Mehdi Zaidvan, Mauricio Cruz. Mehdi, lutteur gréco-romain de très haut niveau. Si on avait, sur la carte, là, tu prends chaque combattant sur la carte, puis tu prends le meilleur attribut de chaque combattant. Puis tu dis lequel attribut en particulier sort du lot. Là. Lequel combattant a le meilleur attribut de tous les meilleurs attributs sur la carte? La réponse est sans aucun doute la lutte de Mehdi Zaidvan. Oui, tu as la guillotine de Fred Duprat, le striking de Kat Voronova, le striking de Kev Généreux. Mais honnêtement, la lutte de Mehdi Zaidvan est sur toute la carte l'aspect du combat le plus dominant là, qu'on va avoir. Le gars, c'est un lutteur d'immensément haut niveau. Il était à des championnats mondiaux, des coupes d'Asie. Le gars a été partout là, dans les compétitions de lutte. Puis, il a fait le saut au Canada pour venir s'entraîner au Tristar où il y a eu beaucoup de misère à se trouver des combats. Évidemment, il a fait quelques combats de stand-up amateur, mais des combats d'MMA amateur. Personne ne voulait se battre contre lui. Le gars, il est là pour lancer du monde de sa tête. Puis tout. Et honnêtement, je m'attends à voir quelqu'un de vraiment très green, là, de vraiment très vert, de très débutant dans tous les aspects des arts martiaux mixtes, striking, précisément striking, mais c'est aussi beaucoup en transition. Je pense pas que sa game de transition va vraiment être à point encore, mais comme je vous dis, sa lutte est tellement incroyable que je pense que juste avec ça, il peut s'en sortir puis gagner beaucoup de combats puis travailler sur les autres aspects de sa game le temps que les autres aspects se développent. Il va avoir toujours sa lutte dans sa back pocket pour s'en sortir puis probablement excessivement bien s'en tirer. Contre Mauricio Cruz, qui lui, c'est un combattant mexicain et puis il se bat comme un combattant mexicain. C'est principalement un boxeur. Dans le meilleur des mondes, le gars veut garder le combat debout, mais il est tellement agressif qu'il se punch in dans le clinch à tout bout de champ, puis ça crée des échanges de grappling dans ses combats qui ne tournent pas généralement à sa faveur, je vous dirais. Puis, tu sais, honnêtement, là, on va se le dire, les chums, d'être tellement agressif que tu te punch in dans le clinch contre Mehdi Zaidvan, c'est à peu près la pire idée sur Terre. Mais honnêtement, je ne sais pas si Mauricio Cruz est capable de faire autre chose. Je ne le sais pas. C'est dans son ADN. Le gars va de l'avant, puis veut se battre, puis veut lancer des gros punches avec beaucoup de power, beaucoup d'amplitude, puis se retrouve juste dans des situations où il va se retrouver dans le clinch. Puis on s'entend que la seule place où tu ne veux pas te retrouver contre Mehdi Zaidvan, c'est dans le clinch. C'est un lutteur gréco-romain, c'est un spécialiste du body lock takedown. Tu ne veux pas te retrouver dans le clinch avec lui. Puis, je ne sais pas comment Mauricio va faire pour ne pas se retrouver là. Donc, c'est pas mal mon read sur ce combat-là, les petits chums. Ça nous mène au premier combat de la soirée. Comme j'ai mentionné plus tôt, un combat short notice. Johan Salvador qui saves the day, remplace son coéquipier, cofondateur du gym, Quentin Arola, qui move up dans le co-main event. Johan prend donc Patrick Connors et nous offre un combat avec les combattants qui ont les deux trajectoires de carrière exactement opposées présentement. Pat Connors a commencé sa carrière pro avec une fiche de 3 victoires, aucun revers, puis a perdu ses 4 combats d'après, tous par soumission. Face à de la très bonne opposition. Là, Max Poulain, Fred Duprat, Mike McAloon, des excellents combattants, mais il a quand même commencé 3-0, perdu ses 4 derniers combats, maintenant une fiche de 3 victoires, 4 défaites et sur une séquence de 4 défaites consécutives. Pour sa part, Johan Salvador a perdu ses 3 premiers combats pro, a commencé sa carrière pro 0-3, mais vient de revenir en force dans les 6 derniers mois. Il a remporté 2 combats. Il a déjà une victoire par décision en 2022. Donc, comme je vous disais, trajectoire complètement opposée de leur carrière parce que
Salvador a commencé avec des défaites et maintenant sur une séquence de 2 victoires. Connors a commencé 3-0 et maintenant sur 4 défaites consécutives. Pour ce qui en est du match-up, ça va être fort intéressant parce que Pat Connors en est un autre très grand et long striker qui va vouloir travailler derrière son jab, travailler derrière ses kicks. Et Johan Salvador, lui, est plus du type petit mais stocky, un build assez musculaire. Puis, il n'a vraiment pas peur de se battre dans tous les aspects du MMA. Parmi les combattants du Tactical Fight Team qu'on a sur la carte, c'est de loin de ce que j'ai vu, le striker le plus habile des trois. Il aime se battre debout. Généralement, je dirais qu'il se met sur le reculon, essaie de faire venir son adversaire à lui, puis il va leap in avec des gros counters, des gros power shots. Puis, ce qui fait que ça marche bien dans sa game, généralement, je vous dirais que le fait qu'il va de reculon, puis interrompt son reculon pour aller de l'avant, puis leap avec une attaque, ça camoufle bien ses takedowns parce que c'est un peu la même affaire que tu veux faire si tu vas de reculon puis tu veux shooter comme un reactive takedown. C'est que tu vas arrêter ton momentum puis là, tu vas aller de l'avant. Puis au lieu de lancer un strike, tu vas descendre, change level puis shooter pour un takedown. Mais le setup à ces deux techniques-là sont quand même assez similaires. Fait que Salvador est assez bon pour garder ses adversaires sur le qui-vive. Jamais les laisser venir à lui, mais qu'il soit quand même prudent parce qu'ils ne savent jamais si le contre-attaque va être un amené au sol ou si ça va être un gros coup de poing puissant en pleine face. Donc, c'est un combat très intéressant parce que je pense que les deux vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Comme je dis, Salvador va probablement pouvoir se mettre sur le reculon, essayer de draw in les attaques de Connors puis le counter solidement. Puis Pat Connors, c'est ce qu'il veut, lui, pouvoir se mettre sur le front foot, travailler derrière son jab, lancer des kicks puis essayer de stalker son adversaire en construisant sur ses attaques, sur ses setups debout. Donc, vraiment très intéressant. Les deux vont pouvoir jouer leur game plan favorable. Ça va être très intéressant de voir qui va être en mesure de s'imposer entre ces deux combattants-là. Et puis, c'est ça. On vient de parler des 10 combats sur la carte. On est excités. Samouraï MMA, 6 mai, vendredi qui s'en vient. Centre Pierre Charbonneau. Soyez là, les chums. Si vous n'êtes pas là, Fight TV, l'application, vous pouvez acheter le pay-per-view dès maintenant. Précommandez ça pour vous assurer de rien manquer de l'action. Si vous écoutez le pay-per-view en anglais, en direct, ça va être moi-même et James Mancini, vos commentateurs. Donc, on va essayer de rendre ça le fun pour tout le monde. Un gros merci d'avoir écouté le preview. Si vous avez aimé ça, laissez-moi un like, s'il vous plaît. C'est toujours bien apprécié. Abonnez-vous à MMA Talk pour toute la couverture possible et imaginable de Samouraï MMA. Encore une fois, Greg va être sur place. Carabine va être sur place. On va faire un vlog. On va faire genre tout ce qu'on a à faire pour couvrir ça, pour rendre ça le fun. On va avoir du contenu qui va pleuvoir dans la semaine après le Samouraï. Et puis, ça va être très intéressant. Soyez là. Merci d'avoir été là.